bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Allez, on est parti pour parler d'un show le plus attendu de l'année, celle d'un PPV, Pay-Per-View, PLE Premium Live Event de la WWE World Wrestling Entertainment, WrestleMania 42 de la nuit 1 et la nuit 2 à Las Vegas dans le Nevada pour la deuxième année consécutive en 2026. Et oui, c'est ce show auquel on va parler et je sais qu'il y a pas mal de choses à en dire, notamment forcément, vu comment on passe sur le vif du sujet, pas mal de trucs en interne, notamment TKO qui se mêle aussi du booking aussi désastreux, comme si le booking de Triple H n'était pas assez désastreux. Donc dans les deux sens, peu importe lequel fait du meilleur boulot, c'est toujours les deux qui font les pires. Et si un jour ce n'est plus Triple H qui est aux commandes pour les équipes créatives, ce sera TKO qui aura le dernier mot pour avoir tout simplement les ressources nécessaires, mais aussi pour foutre la pagaille au niveau booking et idées créatives. Et est-ce que ce show WrestleMania 42 a su être mémorable, légendaire et j'en passe d'autres? Je ne pense pas, vu comment la compagnie était totalement désespérée pour espérer de faire remplir un maximum de tickets avec des prix très 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 exorbitants. Ça, c'est ce que je déplore les fans du monde entier. En même temps, la plupart des fans sont totalement déconnectés de la réalité et je n'ai pas à leur en vouloir vu comment on les comprend malgré tout. Et espérons que, de toute façon, on sait qu'ils ont réussi à remplir des stades entiers, que ce soit pour la nuit 1 ou pour la nuit 2. Donc, même s'il y avait des prix qui ont été vendus, est-ce que ça fait de WrestleMania aussi successive malgré les célébrités qui étaient présentes dans le public? Est-ce que ça a aidé WrestleMania à grandir? Je ne pense pas. Est-ce que c'était un échec ou une réussite? Je pourrais partir sur la première option auquel j'ai dit. Mais bon, ce n'est pas ça auquel je vais forcément parler. Je pense que j'ai déjà assez vidé mon sac comme ça. Vu comment tout ce que je sais pendant la nuit 1 et la nuit 2, on a eu deux thèmes différents. On a apocalyptique et futuriste. Et du coup, la nuit 1, c'est apocalyptique auquel on va s'attaquer. Et du coup, pour bien nous accueillir comme il se doit à WrestleMania, on avait l'entrée de John Cena qui nous souhaitait tous la bienvenue. Pourtant, ça fait plaisir de voir John Cena, malgré que ça fait toujours bizarre de le voir en costume et de présenter un show. Disons que la plupart pensent qu'il y a un petit côté corporate, mais bon, est-ce qu'on a à lui reprocher si ce n'est qu'il remplit très bien son rôle? C'est mieux que ce soit lui, que ce soit Triple H ou Stephanie McMahon qui sont toujours là pour se faire mousser, pour avoir un minimum plus d'attention. Donc je préfère partir sur cette option-là. Mais bon, il nous souhaite à tous la bienvenue et on passe directement au premier match. Et le premier match, c'est un match par équipe de 6, donc 3 contre 3. Entre l'équipe avec LA Knight et les Usos, donc Jimmy Uso et Jey Uso, contre The Vision, Logan Paul, Austin Theory et Aisha Speed. Alors, comment on en est arrivé là? Il faut savoir que après la malédiction de Danhausen sur Aisha Speed, il faut savoir que LA Knight et les Usos étaient déjà en rivalité contre cette équipe nommée le The Vision, mais que Logan Paul, vu comment il avait invité son ami Aisha Speed pour assister au match, Aisha Speed ne savait pas que malgré tout il a été embarqué indirectement dans les bêtises de Logan Paul. C'est toujours la même rengaine. T'as un pote qui fait une connerie, il est obligé de t'embarquer dans la connerie. Donc il se retrouve, Aisha Speed, malgré lui, mêlé à cette histoire qui lui concerne pas. Et pourtant, il a eu un quiproquo avec LA Knight, même s'il y en a qui pourraient dire que LA Knight contre Aisha Speed serait bien donné à quelque chose. Mais sauf que ce serait risqué de laisser une célébrité combattre alors que là qui ne viennent pas pour apprendre les ficelles du métier, vu comment il est encore assez inexpérimenté. Peut-être si ça investit à fond, là il y a peut-être moyen. Dans le match, il n'y a rien d'autre à dire, c'est du pur classique, comme on a l'habitude de voir chaque semaine. D'ailleurs, le plus gros problème de ce WrestleMania, selon moi, c'est le build-up. Toutes les rivalités ont un manque de build-up et les matchs étaient très très courts et on a l'impression de voir du déjà vu comme du côté de Raw, de SmackDown, et du coup c'est pour ça pourquoi ce qu'on voit n'est pas forcément du top. Et les matchs, comme je l'ai dit, ils étaient très courts, manque de temps. Si tu aurais laissé un minimum de temps, ça aurait été bon.
de mieux raconter les choses, vu comment c'est vrai que c'est le plus gros défaut, mais en même temps tout ça c'est de la faute de TKO. TKO vampirise la WWE et WWE enchaîne les pires décisions créatives, mais bon. Comme je l'ai dit, les deux sont aussi en tort comme de l'un comme de l'autre. Parce qu'il n'y a pas que Triple H auquel on peut tendre le bâton pour le battre, mais aussi TKO. Mais bon, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus, si ce n'est que le match, pas grand-chose à raconter, si ce n'est que on a les Usos qui font des Usos et les Visions aussi, mais ce sera LA Knight qui aura le dernier mot en faisant un BFT sur Austin Theory pour le compte de 3 sous les yeux de Aisha Speed, que s'il aurait voulu, il aurait bien voulu casser le tombé, mais il ne l'a pas fait. Et ça ne va pas plaire à Logan Paul, vu comment Logan Paul va le réprimander. Aisha Speed tente de s'expliquer, mais il se fait calmer par un énorme droite dans la tronche. Et Logan Paul tabasse Aisha Speed. Et tu as aussi LA Knight et les Usos qui viennent à la rescousse de Aisha Speed et qui vont effectuer tous les deux, donc les Usos, un 1D sur Logan Paul, mais qui est le 1D le plus botché que j'ai vu. Donc c'est vrai que c'était pas plutôt bien fait. Ensuite, vu comment Aisha Speed veut se venger de Logan Paul, les Usos et LA Knight lui disent vas-y, fais-lui un frog splash. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Aisha Speed? Il fait un frog splash et il célèbre avec les babyface. Donc voilà, je pense qu'il est libéré de cette malédiction. Donc tant mieux pour Aisha Speed. Mais nous, on passe directement au match suivant. Et le match suivant, on peut qualifier ça d'un match non sanction, donc un match où tout est permis, la WWE s'en frotte les mains, elle se dédouane de tous les problèmes juridiques qu'il pourrait avoir. Et on pourrait qualifier ça aussi de match anecdotique, un peu comme l'année dernière avec Drew McIntyre et Damien Priest, qui est un match anecdotique. Et bien celui-là aussi sera totalement anecdotique. Malgré la rivalité qu'il y a entre les deux, parce que Jacob Fatu a fait de la tôle et que Drew McIntyre prend un malin plaisir à le narguer, à même l'humilier, vu comment il est dans ce cycle de la folie. En même temps, est-ce que c'est assez répétitif? Je pense que oui, et pourtant le match va être certes une brutalité comme il se doit, mais ça ne sort pas forcément grand-chose du lot, malgré tout ça. Et le petit détail auquel on pourrait citer, c'est que l'arbitre, il était vêtu de noir. Au moins un truc, au moins à souligner. Et pourtant, après pas mal d'échanges, même avec des coups de caisse à outils, enfin, boîte à outils, chaises et tout, toutes sortes qui a été utilisé, même un portable, ça va tout de même être Jacob Fatu qui va réussir à battre Drew McIntyre avec son best moonsault ever pour la victoire. Donc tout simplement c'est victoire de Jacob Fatu qui ressort grandi de ce match. Et moi pendant ce temps je poursuis avec un autre match. C'est un match numéro 3 avec 4 équipes pour le titre du monde féminin par équipe de la WWE. Donc les Bella Twins, Nikki Bella et Brie Bella contre The Irresistible Force, donc la force irrésistible, Nia Jax et Lash Legend contre Charlotte Flair, Alexa Bliss, contre Bayley et Lyra Valkyria. Sauf que forcément, Nikki Bella, elle a effectué une promo pour nous annoncer comme quoi elle est blessée, qu'elle ne pourrait pas participer, mais qu'elle a trouvé une amie pour le remplacer durant ce match. Et du coup, cette amie en question, c'est nul autre que Saraya, que on connaît sous le nom de Paige, qui est de retour. Je sais, ça avait spoilé comme quoi elle allait faire son retour, donc pour moi, c'était pas très surprenant. Je pense que ça faisait un an ou début d'année 2026 qu'on avait entendu des rumeurs, et pourtant, ça fait plaisant de le voir, mais pourtant il n'y a pas eu une si grande réaction pendant ce retour. Concernant ce match-là, j'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est que tout ça, c'est du basique, comme j'ai dit, c'est du pur classique. Il n'y a rien à souligner, si ce n'est qu'on peut souligner l'intervention de Nikki Bella, qui est censée être blessée, mais qu'elle a attaqué à coups de béquille Charlotte Flair, et du coup sous les yeux de l'arbitre. Et là j'étais en mode, mais l'arbitre, on est dans un match où tout est permis, ou dans un match où il n'y a pas d'armes autorisées? Parce que ça, c'est clairement disqualification. Et pourtant ça n'arrête pas Alexa Bliss qui a effectué sa Twist and Bliss, mais tout ça n'était qu'une distraction pour que Paige lève les genoux et qu'elle effectue son Rampage pour la victoire. Donc vous avez compris, c'est victoire de Paige et de Brie Bella, qu'elles deviennent les nouvelles championnes du monde féminin par équipe. Et je poursuis encore parce que faut dire, je suis assez pressé, je suis en mode speedrun. Match numéro 4 pour le titre féminin intercontinental de la WWE entre Becky Lynch contre Edge Lee. Alors bien sûr toute cette rivalité, vous
vous saviez que les deux ne cessent de se détester. Surtout Becky Lynch qui est en crise de quarantaine, vu comment elle ne supporte pas de voir Edge Lee sur ses pattes depuis son retour lors d'un épisode de SmackDown ou lors de leur premier match mixte à WrestlePalooza. Donc c'est sûr pour elle, elle lui fait vivre un véritable enfer, et surtout depuis qu'elle a capturé le titre intercontinental, et du coup elle veut se venger en le récupérant le titre. Mais comment elle effectuera de la manière? Tout simplement par toutes les manières possibles, même si elle est aussi en feud contre l'arbitre Jessica Carr. Et c'est tellement dommage que l'arbitre n'est même pas impliqué dans cette rivalité. Je pense que ça aurait été plus divertissant. Mais ils ne l'ont pas fait absolument, et du coup le match est tel que c'était. J'ai pas trop besoin de trop raconter là-dessus, si ce n'est que on va retenir que la fin du match, parce que le reste c'était des enchaînements de prises sur enchaînements de prises, les Black Widow, les Man and the Slam, les désarmeurs et j'en passe. Après un bub dans le coin sur l'arbitre, donc en gros à peine cette pris Edge Lee qui ne fait absolument pas mal avec cette avalanche, donc pour moi je ne peux pas saluer le travail de l'arbitre sur ce genre de manœuvre. Et pourtant Edge Lee va se faire quand même avoir par Becky, donc elle va se manger le coin dans la face, non protégée en plus, et puis elle va subir un Man and the Slam, et du coup c'est victoire de Becky Lynch, qu'elle récupère son précieux titre. Et est-ce que ça va continuer cette rivalité, ou on passe à la suite, vu comment il y a pas mal d'autres rivalités auxquelles ça va poursuivre par la suite. Mais maintenant, est-ce qu'il y aura une continuité? Ça, j'en ai vraiment aucune idée. Si ce n'est que je passe à un autre match suivant, et c'est le match numéro 5. Après être passé match numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4, maintenant numéro 5. Et c'est un match simple entre Gunther contre Seth Rollins. Et tout ce que je peux dire, pourquoi cette rivalité qui au départ n'intéressait plutôt personne, apparemment il y aurait une raison à ça. Gunther s'est justifié. Apparemment Gunther, selon lui, pendant qu'il était champion, ou pendant que Seth Rollins était champion, il refusait de l'affronter, ou plutôt que l'un des deux refusait de s'affronter. Après que Gunther, lui, il veut affronter les meilleurs catcheurs du monde entier pour montrer sa suprématie. Même si je trouve que l'idée de briseur de carrière, donc le tueur de carrière, ne fonctionne pas forcément. On a essayé avec Goldberg, on a essayé avec John Cena, on a essayé avec AJ Styles, ça ne prend pas l'expérience Gunther, malheureusement. Il y a peut-être moyen pour essayer de le rendre plus pertinent. Je sais pas, moi, un changement de gimmick, celle d'un dictateur des rings auquel il montre sa suprématie envers les faibles qui ne savent pas du tout catcher. Je ne sais pas, il y a plein d'idées différentes. Il y a plein d'idées différentes. Alors que Rollins, lui, il ne se préoccupait pas de Gunther, mais plutôt de Paul Heyman, de Bronson Reed, de Bron Breakker, de Logan Paul et de Austin Theory. Donc pour lui, c'était eux sa priorité. Mais pourquoi les affronter, si ce n'est que on sait que Bronson Reed s'est blessé, Bron Breakker a eu une hernie, Austin Theory, il est de moins en moins intéressant et à chaque fois il se fait enterrer. Logan Paul, il n'a pas besoin d'affronter Logan Paul vu comment il a déjà affronté, même si ce serait pas inévitable de les voir s'affronter. Par contre, ce match-là, on va pas se mentir, parce que je l'ai trouvé un peu bon, mais sans exceptionnel non plus. Et pourtant, je vais pas vous le mentir, lorsque j'avais terminé le show de la NFW North French Wrestling pour le show Standing Ovation, parce que moi et Adrien, on regardait le show sous la route, un coup qu'on devait partir chacun chez soi, et on avait dit pas mal dans les matchs que c'était bon, mais c'était pas non plus la folie, hein. Donc on s'était dit que c'était bon, mais ça ne valait pas plus haut. Malheureusement, ça n'a pas réussi à faire embarquer les gens. Et aussi, le problème, c'est que ce WrestleMania était bourré de pubs en tout genre. Pas mal de pubs, hein, même le pub de documentaire. Donc, en guise de pub, on s'est mangé du Snickers, du WWE 2K26, la marque de vodka de Cody Rhodes, du film Mortal Kombat 2, du Super Mario Galaxy, du Street Fighter... Et j'en passe, si j'en ai oublié quelques-uns, et surtout le documentaire sur Hulk Hogan, auquel on en a eu à foison pendant les 2 nuits, malheureusement. Et pourtant, j'ai déjà vu le reportage directement un mercredi 22 avril.
et auquel je me suis dit, ok, il était pas mal. Mais quand j'ai la réflexion de ce WrestleMania, je me dis, ça se voit que même en étant mort, forcément Hulk Hogan, il arrive à se mettre en avant. Donc on n'a rien contre le Hulkster, mais quand même la WWE abuse un tout petit peu. Et concernant ce match, on va pas se mentir, c'était plus intense que le match où il n'y a aucune sanction. Étrangement, c'est bizarre en venant d'en dire ça, et pourtant c'est la réalité. Et après toutes les pas mal d'échanges qu'il y a eu, on va passer directement à la fin parce qu'il y a pas mal de choses à en citer, si ce n'est que, attendez, je vais venir. Et pourtant, après s'être occupé de Gunther avec un curb stomp sur la table des commentateurs, l'arbitre se préoccupe de la santé de Gunther, et il va y avoir intervention de Bron Breakker qui va nous claquer un spear sur Seth Rollins. Donc ça veut dire que à peine arrivé, il manque déjà de se tuer, mais en offrant la victoire à Gunther. Du coup, Gunther, il achève le boulot en effectuant un sleeper hold, donc la prise du sommeil, et que Seth Rollins perd connaissance, et du coup, c'est victoire de Gunther. Est-ce que cette victoire va le mener à quelque part, ou encore tomber dans les oublis ? Disons, je préfère la deuxième option. Et pourtant, ça ne s'arrête pas là, parce que Bron Breakker va nous taper un sprint pour effectuer un spear qui est absolument pas très beau pour le coup. C'est rare en venant de Bron Breakker, pourtant qu'il en a fait des bien beaux, mais là il nous a fait une bien moche. Et là ce qu'on pourrait dire c'est que c'est un spear digne de Bobby Lashley ou de Moose. Donc forcément ce n'est pas très beau, alors qu'il nous a déjà sorti des plus beaux, des plus propres. Même en volant, il arrive avec de l'amplitude à te toucher malgré tout. Bref, c'est un peu surprenant en venant de lui. Et forcément, maintenant je passe directement au match suivant. Mais avant de passer au match suivant, il y a la cérémonie du Hall of Fame auquel je tenais à vous le dire de tout simplement. Donc les intronisés de cette année, on a The Demolition, Access Smash, Dennis Rodman. Il y avait également Bad News Allen Brown et Sid Vicious. Donc Sid Justice, Sid, Psycho Sid, qui au passage, je trouve qu'ils n'ont pas été respectés par la WWE. J'aurais tellement voulu que la famille de Sid et de Allen Brown commençait à parler des exploits des deux catcheurs respectivement, et pourtant pas du tout. Clairement pas du tout. On a eu aussi le match de légende entre Hulk Hogan et André le Géant qui est intronisé au Hall of Fame. Donc bien sûr représenté par le fils de Hulk Hogan, Nick Hogan, la fille de André le Géant, Robbie Roussimoff, accompagnée par Jimmy Hart. Puis on avait Stephanie McMahon et également AJ Styles. Et pourtant, c'est AJ Styles qui va faire son entrée. Et en deuxième position, c'est Stephanie McMahon. Alors que j'aurais préféré que ce soit AJ Styles. Mais bon, vous connaissez les égos de chacun. Enfin, les égos de Triple H et de Stephanie. Mais bon, j'ai pas besoin d'en rajouter plus que ça. Et que maintenant, je passe au match numéro 6. Et ce match numéro 6, c'est pour le titre du monde féminin de la WWE entre Liv Morgan contre Stephanie Baker. Et ce que je pourrais en dire de ce match, c'est que normalement, la rivalité aurait dû être bonne, vraiment bonne. Surtout le match, si tu l'aurais laissé un minimum un peu plus de temps. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme prévu, si ce n'est que les deux étaient investis dans leur rôle. C'est-à-dire, certes, Liv Morgan, vous saviez, elle qui a aussi connu des embauches comme Stephanie Baker, que tous les deux, ils ont eu des moments difficiles dans leur carrière. T'as l'une qui a eu l'une des meilleurs coachs à la WWE, mais qui a mis du temps pour briller, jusqu'à ce qu'elle arrive à briller, forcément, et qu'elle est dans cette équipe auquel je ne supporte plus, le Judgment Day, et que maintenant, elle se comporte comme une enfant gâtée pourrie, une peste de première, une attardée sur les bords. Donc je qualifie ça pour Liv Morgan, parce que ce n'est pas que je déteste Liv Morgan, l'être humaine en soi, mais plutôt son personnage. Donc ça, il faut savoir faire la part des choses. Je déteste pas les êtres humains derrière, mais parfois les personnages auxquels on nous présente. Et du coup, pour Liv Morgan, elle correspond parfaitement bien à la personnage heel auquel je peux détester. Alors que Stephanie Baker, vous le saviez, elle qui a commencé le catch au Chili, mais plus sérieusement au Mexique, au Japon, et même quelque part aux États-Unis, et que elle a mis pas mal de temps pour aller à la
WWE et auquel elle a enfin réussi. Et à peine arrivée à la WWE, elle est arrivée à pas d'éléphant, surtout en capturant les 2 titres et en perdant par la suite, mais toujours en étant protégée. Et surtout lorsqu'elle aura capturé le titre du monde féminin à WrestlePalooza et que j'aurais tellement voulu qu'ils s'utilisent plutôt bien en tant que championne, mais vu comment la WWE a été très négligent sur ce coup-là, et aussi avec les problèmes qui n'a pas du tout aidé aussi, donc c'est un petit peu dommage, et pourtant j'aurais tellement voulu, parce que moi qui adore cette catcheuse, parce que je vois du potentiel, hein, mais il y a un truc qui bloque, et je ne sais pas comment vous le dire, mais espérons que par la suite ça arrivera pour elle d'exploser. Même si je trouve qu'on lui laisse beaucoup trop la liberté de s'exprimer en espagnol, alors que pourtant elle apprend à parler anglais. C'est juste que peut-être les promos en anglais c'est pas son fort, mais peut-être que ça va venir, comme au niveau de bons personnages. Mais bon, on espère pour elle. Il n'y a pas de négligence, il n'y a pas de bon ou mauvais, si ce n'est que on s'attendait à du bon, mais ce que je n'ai pas aimé dans cette rivalité, c'est que tout part autour d'une d'une gaminage ou gaminerie, et surtout quand c'est Liv Morgan, certes qui est bonne heel dans ce domaine, qui va commencer à insulter les parents de Stephanie Vaquer, notamment en disant que sa mère c'était une puta. Donc vous avez compris, une putain ou une catin si vous préférez. Et du coup, elle va aussi trash-talker Stephanie Vaquer. Et voilà comment ça part autour de ça, même si je ne suis pas forcément très fan. Même si je sais qu'on se fout parfois de la tronche de McMahon. Non, Stephanie Vaquer, pardonnez-moi, parce que une fois elle avait présenté son père Hector, et du coup ça commence à être redondant. Oui, je sais, je vous vois venir, et pourtant par la suite elle n'a plus sorti ce genre de phrase. Et que maintenant je préfère qu'on passe à la suite avec tout cela. Et du coup on a eu les entrées, mais quand tu vois les entrées, et surtout depuis que Liv Morgan a gagné le Royal Rumble, tu te dis c'est sûr c'est elle qui va gagner. Et du coup est-ce que j'ai changé d'avis? Non, pas du tout. J'étais pour Stephanie Vaquer, mais pas pour Liv Morgan, et pourtant je dis que c'était elle qui sortira vainqueur. Et de toute façon, c'est pas très surprenant. Quand tu vois le clip vidéo, tu te dis, quand on voit de tout ce qu'on peut lui faire avec elle, c'est sûr et certain que c'est elle qui allait gagner. Et dans le match, elles ont essayé de jouer dans l'intensité, et d'ailleurs elles ont fait du mieux qu'elles peuvent, même si encore une fois, match très très court. Donc il y a eu pas mal d'échanges sur échanges, le Devil Kiss. Pardonnez-moi, je m'en excuse. J'ai un petit peu roté, je m'en excuse. Et aussi que lorsque Liv Morgan a essayé le Devil Kiss, ça ne passait pas. Lorsqu'elle essaie son Oblivion, elle sera contrée par Vaquer, et que Vaquer va lui voler son Oblivion, et pourtant ça ne suffit absolument pas. Elle a tenté le SVB suivi du Corkscrew Moonsault qu'elle appelle le Vaquer Fuego, je crois. Et pourtant l'arbitre va se laisser distraite par Roxanne Perez, tandis que de l'autre côté on a Raquel Rodriguez qui fait une guillotine sur Stephanie Vaquer, et ça va permettre à Liv Morgan d'effectuer ce Oblivion, mais victoire en vain vu comment c'est uniquement au compte de 2. Et ça, ce moment-là, je peux dire, ça c'est le truc le plus éclaté du FIAC, dont ça m'a complètement sorti du match. Pourtant le match se poursuit, on va avoir pas mal d'échanges, notamment un top et suicida sur Raquel Rodriguez, et aussi il va avoir un springboard crossbody sur les deux, donc Roxanne et Raquel. Mais là où elle va faire un petite erreur, Stephanie Vaquer, c'est que elle va célébrer avec le public, et pourtant elle aurait dû après avoir célébré le public en s'en prenant direct à Liv Morgan, mais non, elle s'est pris au dépourvu, donc elle s'est fait avoir. Elle va atterrir dans les escaliers, se manger un code breaker et terminer avec un Oblivion, et du coup c'est victoire de Liv Morgan. Et ce que je pourrais dire, c'est que certes, comme j'ai dit, je respecte les êtres humains, mais le personnage, je pourrais dire victoire de Liv Morgan, allez tous vous faire enculer, vous et les Liv Morgan Crybabies. Même si j'ai rien contre les fans de Liv Morgan, vous avez le droit d'aimer cette catcheuse, mais moi, avec le Judgment Day qui me sort absolument des trous du nez, moi ça me casse totalement les burnes. Parce que j'aurais tellement voulu que peut-être que ça aurait été victoire de Stephanie Vaquer, et que par la suite on aurait eu d'autres affrontements, et qui sait, d'autres personnes pour venir la détrôner. Mais non, on est revenu en arrière pour faire gagner Liv Morgan. Et il y en a qui diront que c'est mérité, mais j'ai envie de dire arrêtez de sucer des bites, parce que moi je n'ai pas été trop convaincu, et du coup tout ça a été prévisible et c'était sûr, forcément. Il me semble que la rivalité va encore continuer, et d'ailleurs je l'espère de tout cœur.
Et voilà de comment je pourrais en suivre. Et je passe directement au dernier match. Mais avant de passer au dernier match, eh ben, on a la dernière promo de John Cena pour la nuit 1 qui nous annonce que la nuit 1, il y avait des personnes remplies et que du coup, on était à 50 816 personnes. Et du coup, ben, les gens peuvent être contents jusqu'à ce qu'il y ait l'entrée de Bianca Belair qui arrive pour nous annoncer qu'elle est forcément guérie au doigt qui a mis vraiment du temps à s'en remettre. Et ça va faire quasiment un an qu'elle n'a plus catché Bianca Belair. Donc elle annonce qu'elle est de retour, mais pas pour catcher, vu comment elle allait nous présenter une surprise. Et cette surprise, c'est nous montrer son ventre pour montrer à quel point elle est enceinte. Tout le monde était surpris, John Cena était surpris. On ne peut qu'être content pour elle et Montez Ford, même si ça nous fait un peu scier que Montez n'est pas bien utilisé. Mais bon, on est content pour tous les deux, c'est tout ce qui compte. On ne peut que souhaiter que du bonheur pour tous les deux, jusqu'à ce que John Cena nous annonce que c'est enfin le main event. Et le main event, c'est Cody Rhodes contre Randy Orton, accompagné par Pat McAfee. Et il y a un enjeu, si Cody Rhodes gagne, Pat McAfee devrait définitivement quitter le monde du catch pour toujours, donc quitter la WWE d'un point de vue kayfabe, même si j'y crois moyen. Alors, cette histoire, je sais que tous les deux, ça a dû ça dure environ 20 ans depuis qu'ils sont devenus amis, rivaux associés, surtout dans la Legacy. Et tout ce qu'on pourra retenir dans cette rivalité, c'est que Cody Rhodes voulait que Randy Orton libère sa meilleure version de lui-même, donc ça veut dire la version Randy Orton psychopathe de 2009. Mais sauf que on sait que Randy Orton a changé, certes c'est toujours la même personne, mais à tel point auquel il est un petit peu vieillissant au niveau du visage, même s'il est toujours en très bonne forme physique. Mais j'ai du mal à trouver ce Randy Orton de 2009. Et du coup, certes, il a les tactiques dont il avait, donc en massacrant Cody Rhodes, et du coup, c'est ce qu'il a fait pour annoncer la couleur comme quoi il veut devenir champion. Et aussi, ben, il y a quelques moments auxquels on le voit parler au téléphone, mais on ne sait pas avec qui. Est-ce que c'est avec son père Cowboy Bob Orton? Est-ce que c'est avec Vince McMahon? Est-ce que c'est avec The Rock? Est-ce que c'est avec Ric Flair, Triple H, Batista, John Cena? Est-ce que c'est avec Brock Lesnar aussi? Est-ce que c'est avec Edge et Christian? Est-ce que c'est avec Kevin Owens? Est-ce que c'est avec, je sais pas, d'autres types de légendes auxquelles il a pu mettre à la retraite ou collaborer avec eux. Ou peut-être que ce serait Ted DiBiase Jr., qui sait. Même si on sait que Ted DiBiase Jr., je pense pas qu'il en a loin de terminer avec la justice, même si on dit qu'il est sûrement acquitté. Et pourtant, sachez avant tout qu'il était présent dans le stade. Ted DiBiase Jr. Et pourtant, ce n'est pas lui, c'est Pat McAfee qui s'en est mêlé à tout cela et qui va faire en gros un heel turn. Et pourtant, je me dis, pourquoi toi, Pat McAfee? Pat va me faire du café, Pat va faire des aventures avec la Pat Patrouille. Pourquoi toi, alors que je ne voulais pas de toi à la base? Bref, c'est absolument absurde. Même s'il va trash talker les fans en trollant, en disant ouais, il est passé où cet esprit de l'attitude era de l'époque? Parce que cette époque était bien meilleure que l'ère actuelle. Un truc qu'on peut pas lui donner tort, mais pour qui il peut se prendre pour donner des ordres à Randy Orton et pour qui se prendre pour quelqu'un de ce qui n'est pas. Je veux dire, on dirait qu'il veut se prendre pour Logan Paul, mais avec moins de talent que lui et moins de procès au cul. Il veut se prendre pour The Rock et Stone Cold Steve Austin, mais sans avoir la classe, vu comment on les fuck et les promos qu'il effectue. Bref, c'est vrai que c'est pathétique avec Pat McAfee. Pourtant, bah, il va continuer toute cette fameuse récit. On a l'entrée de Randy Orton, on a l'entrée d'In des Avengers avec Cody Rhodes. Après la présentation, c'est sûr, ça va partir en brawl total, vu comment c'est Pat McAfee et Randy Orton qui vont s'acharner sur Cody Rhodes. Et pourtant, Cody Rhodes se riposte et il va effectuer un crossroads sur Pat McAfee, il va s'acharner sur lui, mais il y a aussi Jelly Roll qui va arriver et qui va faire un énorme descente du coude sur Pat McAfee, la table explose, et du coup ben, le pauvre il est mal en point, il doit partir à l'hôpital, même si on sait que c'est pour venir pour plus tard, je le sais direct, et du coup ça va se laisser entre les deux catcheurs qui vont en découdre, digne d'un vrai main event de WrestleMania, du coup c'est sûr que les deux allaient en découdre, mais on sent que l'atmosphère va très vite changer quand Randy Orton va commencer à vendre en bas du dos, vu comment c'est la partie auquel il s'est fait opérer.
Et même que Randy Orton soit heel, eh ben, malgré tout, il est toujours encouragé par le public. Mais même en étant babyface, il est toujours encouragé par le public. C'est ça le plus étonnant et très surprenant. Alors que Cody Rhodes, lui qui est censé être le babyface, commence petit à petit à tourner heel dans le match. Donc c'est comme si les deux avaient fait un double turn ou le côté twinner, mais c'est assez étrange pour être souligné, vraiment étrange. Donc il va s'acharner dessus, enchaîner spot sur spot, prise pour prise. Il y a un moment donné, Randy Orton il va enchaîner les prises à la Cody Rhodes, notamment le Crossroads. T'as Cody Rhodes qui a effectué un RKO à la manière de Randy Orton, et après les deux s'en sont venus à leur propre prise, jusqu'à ce que Cody Rhodes va effectuer un doigt dans les yeux de l'arbitre, donc Charles Robinson. Donc, un doigt dans les yeux de l'arbitre. Non, un doigt dans les yeux sur Randy Orton. Et que Randy Orton va effectuer un RKO sur l'arbitre. Donc, c'est sûr que ça va se poursuivre. Après, essayer de tenter un low blow sur Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes qui va effectuer un low blow sur Randy Orton. Et qui va essayer le Cody Cutter. Et pourtant, il va se faire accueillir par un RKO. Puis, tu as ce couillon de Pat McAfee qui arrive pour effectuer le compte. Mais c'est uniquement compte de 2. Randy Orton n'apprécie pas cette nouvelle. Va décider de faire un RKO sur Pat McAfee. Donc, ça veut dire, j'ai pas besoin de toi, je sais me débrouiller tout seul. Et pourtant, comme un opportuniste, Cody Rhodes va saisir l'occasion pour effectuer un crossroads, pour effectuer le compte de 3 pour la victoire. Donc c'est victoire de Cody Rhodes qui reste toujours champion. Et pourtant, à la fin du match, post-match, c'est sûr que Randy Orton va péter un câble, il va prendre la ceinture sur Cody Rhodes et qui va lui asséner en plein dans le crâne. Et il me semble qu'il est gonflé au niveau de l'œil, Cody Rhodes. Donc c'est sûr que c'est pas étonnant pourquoi il a un énorme cocard. Et pourtant, il va conclure Randy Orton avec un énorme punt kick sur la tête de Cody Rhodes. Et du coup, ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait. Et pourtant, il a effectué. Pourtant, Randy Orton, c'est pas lui le grand vainqueur, mais avec le titre, c'est comme s'il était vainqueur. Et voilà comment il provoque la hit en fin du show. Donc voilà, c'est terminé pour la nuit 1. Et mon ressenti sur la nuit 1, c'était que... Alors, il y avait pas mal de trucs bons, je peux le reconnaître, mais c'était pas aussi excellent, malheureusement. Et il faut dire, TKO a tendance de trop décevoir les fans. Donc, pour moi, c'est pas très surprenant pourquoi la WWE va mal. Et est-ce que cette nuit 2 peut sauver WrestleMania? Sauver pas complètement, mais disons qu'il serait mieux que la nuit 1. Même s'il y en a qui diront que c'est mieux la nuit 1, pas la nuit 2. Moi je dirais plutôt que c'est toujours la nuit 2 qui rattrape les bêtises de la nuit 1. Malgré les années qui s'en suivent. Donc voilà tout. Voilà, ça c'est mon propre opinion. On a droit d'être d'accord ou pas, mais ça c'est que mon avis. Et du coup, le show se poursuit avec encore cette fois-ci John Cena qui nous souhaite à tous la très très bienvenue et qu'on passe un excellent moment. Vu comment la nuit 1 selon lui on a passé un bon moment. Bon après il le sait, hein, il est pas bête, c'est juste qu'il dit ce que les autres veulent entendre. Hein. Mais bon, il nous souhaite la bienvenue et on passe directement en mode futuriste et on accueille le tout premier match de la soirée. Donc Obafemi contre Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman. Et ce qui est sûr, c'est que certes, ce match aurait dû être bon, je suis conscient. Même la fin aurait pu être meilleure si bien sûr tout ne s'était pas précipité à la va-vite. Donc ça, je peux reconnaître. Mais ça, c'est tous les plus gros défauts de cette carte, c'est que tout est allé tellement vite que on n'a pas vu le temps passer et aussi ça manquait quelque chose. Clairement, ça manquait quelque chose. Et pourtant, l'affrontement de Titans était très intéressant entre Obafemi et Brock Lesnar. Ce qui est sûr, je n'ai pas à le nier. Et ce qu'on pourra retenir, certes, il y a pas mal de domination de Obafemi, mais aussi de Brock Lesnar, surtout à la manière de comment il va réussir à l'arrêter en plein route lorsqu'il voulait tenter ses manchettes dans le coin. Et pourtant, il va effectuer un F5 sur Obafemi. Il avait le choix, c'est soit faire le tomber ou célébrer avec le public. Et pourtant, Obafemi va no-sell cette prise. Je sais que normalement, ça me gêne quand quelqu'un no-sell la prise, mais apparemment... tout ça serait prévu et ce serait tout simplement légitime. En même temps, quand tu as un gros colosse, c'est normal que tu peux faire ce genre de truc. C'est pas comme un jobber qui n'a pas de physique athlétique qui pourrait noceller une prise. Et ça, c'est un truc auquel on peut voir du côté de la AEW. Oui, je sais, j'ai un petit peu tiré à balles réelles, mais bon, ça c'est un peu mon côté, il faut reconnaître les torts. Et pourtant, malgré le F5 qu'il a subi, certes, il est debout, mais un peu difficilement. Ça se voit qu'il a senti passer le F5 et pourtant il va poursuivre avec un chokeslam et
en terminer avec un Bound for Grace Powerbomb pour la victoire. Donc c'est victoire de Obafemi. Et c'est très surprenant comment il a terrassé Brock Lesnar en un prise finish. C'est vrai qu'en temps réel, il en faut un peu plus, mais une seule suffit. Et apparemment, il y a des raisons à cela. J'espère que pour Obafemi, ils vont peut-être réussir à faire de lui une énorme star, parce que s'ils n'arrivent pas, c'est que la WWE est totalement incompétent et il faut pas la rater sous ce coup-ci, parce que s'ils arrivent à le rater comme ils ont raté Gunther, ben, l'expérience n'aura servi à pas grand-chose et il aurait été un géant, encore un géant colosse oublié qui s'est fait enterrer par d'autres catcheurs. Donc ça, c'est que mon ressenti. Et du coup, il y a une raison à ça, c'est parce que Brock Lesnar, soit il prend définitivement sa retraite, parce que vu comment il a retiré ses gants et ses bottes, dommage qu'il n'a pas retiré son short, on aurait vu que son slip, mais bon, on peut pas toujours demander trop pour en abuser. Mais apparemment, il prend définitivement sa retraite, vu comment on l'a vu ému, en larmes, faire un câlin à Polyman et saluer le public. Et qu'apparemment, ce match servait à le mettre Obafemi en avant. Et du coup, je pense que il a préféré Obafemi à Gunther et il s'est dit oh fuck votre décision, je préfère mettre en avant Obafemi parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec lui qu'avec Gunther, et du coup c'était sa manière à lui de le mettre en avant. Ce que je peux bien comprendre à Brock Lesnar, donc pour une fois je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est vrai que c'est dommage d'en arriver là, et d'ailleurs c'est vrai qu'on a enchaîné avec la plupart des retraites, on a enchaîné avec Hiroshi Tanahashi, AJ Styles, et maintenant Brock Lesnar. Et bientôt, il y aura d'autres qui vont suivre le train de la retraite. Mais ce qu'on pourrait dire à propos de Brock, c'est que merci pour tout ce que tu as accompli, pour le meilleur et pour le pire, pour le divertissement. Bien sûr, on pourrait citer les scandales qu'il avait, mais ça, c'est pas une priorité. Ne gâchons pas le plaisir. Merci pour tout ce que tu as accompli. Et voilà, maintenant, je passe directement au match numéro 2. Et du coup, le match numéro 2, c'est un match de l'échelle pour le titre masculin intercontinental de la WWE entre Penta contre Jivan Evans, contre Dragon Lee, contre JD McDonagh / Jordan Devlin, contre Rusev, contre Rey Mysterio. Alors, c'est vrai que ce match était rempli en bump de Spotfest et de tout truc en tout genre avec des échelles et tout. Donc on a été gâtés, on a eu pas mal de trucs. C'était intéressant. Moi-même, je me rappelais en avoir interagir avec toute l'équipe d'Infocatch et de Jimbo Wrestling cette fois-ci, et que c'était pas mal d'en débattre là-dessus. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, même si le seul petit regret qu'on pourrait reprocher à la WWE, c'est que dommage qu'ils n'ont pas fait gagner Jivan Evans, ça aurait été lui le plus jeune champion intercontinental de l'histoire, aux côtés de Jeff Hardy apparemment, qui aurait été jeune quand il aurait remporté le titre. Ça aurait pas été ça aurait pas été plus mal de le faire gagner, mais bon, ils en sont restés sur Penta. Donc c'est Penta qui conserve le titre. Est-ce qu'il y aura une continuité digne de Randy Orton contre Cody Rhodes? Peut-être. Digne de Stephanie Vaquer contre Liv Morgan? Peut-être. Et j'en passe d'autres. Mais bon, c'est victoire de Penta. Et voilà tout, je passe directement au match numéro 3. Et le match numéro 3, c'est pour le titre des États-Unis de la WWE entre Trick Williams, accompagné par Lil Yachty, contre Sami Zayn. Alors, ce match-là, je vais pas vous mentir, il aurait pu être excellent. On a eu pas mal d'entrées. On a eu l'entrée de Sami Zayn qui s'est fait détester comme Jaja, comme jamais, alors qu'il est censé être le gentil de l'histoire, le underdog attachant auquel on pourrait s'identifier. Mais malheureusement, le public s'en est rendu compte qu'il a utilisé des tactiques un peu douteuses et du coup, on se retourne drastiquement contre lui. Et du coup, faire de lui en tant que heel n'est pas de tout refus. C'est un peu comme Cody Rhodes. Je suis sûr qu'il aurait été bien meilleur en cet arc d'American Nightmare en heel qu'en babyface. Et espérons que ça pourrait peut-être arriver, qui sait, plus tard, on sait jamais. Mais pour Sami Zayn, je pense qu'il en a absolument besoin, vu comment monsieur se plaint de ses défaites et auquel il a un peu privé d'autres opportunités, notamment en privant Carmelo Hayes d'avoir un match revanche, que ce soit pour WrestleMania ou alors avec Ilya Dragunov. Mais non, c'est Trick Williams qui a saisi l'occasion, et du coup il avait fait son entrée avec une cape géante, on dirait une couverture bien longue, et c'est vrai que c'était pas l'entrée le plus ouf, hein. Ce n'est que c'est quoi cette chose aussi longue qu'il a autour de la taille, franchement. Le match, est-ce que j'ai forcément envie de dire si tout ça a été
pas original, mais disons que c'est du pur classique auquel on a l'habitude de voir, notamment du Trick Williams qui fait un peu du Booker T avec un petit mélange de The Rock, et t'as du Sami Zayn qui fait à sa sauce à lui, même s'il va parfois s'en prendre à Liliachti qui n'arrive pas à interrompre, enfin qui n'arrête pas à interrompre le match, donc du coup c'est sûr qu'il lui en met plein la gueule, et il préfère rester, qu'on le laisse tranquille pour terminer son match contre Trick Williams. Trick Williams, il était pas loin de remporter le match, et pourtant ça ne suffit pas. Et pareil pour Sami Zayn, mais sauf qu'après ça un exploder suplex, il espérait qu'avec son Helluva Kick de faire la différence, et pourtant que nenni, c'est tout simplement Trick Williams qui va le terrasser avec son trick-shot et de remporter le titre des États-Unis. Et du coup, c'est victoire de Trick Williams qui va célébrer la victoire avec Liliachti et également avec ses parents. Donc c'est bien pour lui, malgré que le match n'était pas aussi à la hauteur. Bien dommage. Donc, de toute façon, je poursuis encore avec un autre match. Match numéro 4 de la nuit 2, bien sûr. C'est un combat de rue, donc un street fight, entre Finn Balor, dit le Demon King, donc le démon Finn Balor, contre The Dirty Dum Dum, Dominic Mysterio, El Socio. Alors, pour ce match-là et cette rivalité-là, vous saviez que depuis que Finn Balor a trouvé la raison en devenant un pur babyface, il s'en est écarté un petit peu du Judgment Day et surtout s'en prendre au Judgment Day, qui je pense lui aussi va tout tenter pour essayer de détruire le Judgment Day, mais avec les personnes au pouvoir, c'est pas sûr qu'ils vont réussir à enterrer cette équipe auquel je déteste, personnellement je déteste, et je l'assume totalement mes propos, et aussi, la seule erreur auquel ils ont fait la WWE, c'est qu'ils ont osé spoiler le démon, alors que selon moi, s'ils auraient dû attendre le jour J, ça aurait été une énorme surprise. Mais là, pas du tout. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de suspense. C'est décevant rien que d'y penser, alors que tout doit nous surprendre. Eh ben, pas du tout. Clairement pas du tout. Même si on pourra me dire quelle serait la différence entre le Finn Balor normal et en mode démon, c'est quasiment la même personne. Oui, on le sait, c'est la même personne, sauf que t'en as un, c'est un normal qui n'a pas de super pouvoir de symbiote, tandis que l'autre, il a des pouvoirs de symbiote, même sans avoir des trucs surnaturels. Bref, il se transforme en Venom ou en Carnage, et du coup, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il faut bien comprendre les personnages. Si ce n'est que le personnage de Dominic Mysterio, on comprend facilement. C'est un couillon qui adore jouer au Latin Lover, digne de son oncle ou de Hector Garza ou de n'importe quel latino qui essaye de jouer les lovers, tout en être un tricheur fini. Bref, il a tout tenté et c'était surprenant que lui, il n'a pas eu des personnes pour l'aider, alors que sa copine Liv Morgan, elle a eu deux personnes pour l'aider à gagner le match. Et c'est là où je me dis, que ce soit Liv Morgan ou Dominic Mysterio, ça se voit que sans vos larbins, vous pouvez pas gagner clean. Et c'est pour ça que ça me sort entièrement du cul. Et dans ce match-là, on n'a pas eu ça. On a eu une bonne confrontation, même si encore une fois, c'était pas aussi la folie. On a eu un John Woo drop kick de la part de Finn Balor avec la chaise, même si Dominic Mysterio a voulu tenter son frog splash et d'autres manières pour gagner. Et pourtant, que nenni. Et on pourra retenir, c'est que Finn Balor aura réussi à en venir à bout de Dominic Mysterio avec un coup de grâce, et du coup, il effectue un compte de 3 pour la victoire. L'histoire pour lui de se venger de ce qui s'est passé l'année dernière, même si je suppose que tout le monde l'a oublié l'année dernière, lors d'un match à 4. Moi, j'ai un petit peu oublié vaguement, mais je n'oublie pas que la dernière fois, il s'était fait voler. Et du coup, tout ce qui reste à Vegas reste à Vegas. Enfin, tout ce qui est Vegas reste à Vegas, quoi. Et pourtant, Finn Balor, il a eu sa vengeance, et que je suppose que ça va encore continuer avec le Judgment Day, malgré la victoire qu'il a. Même si, on va pas se mentir, peut-être que ça aurait pas été utile en mode démon, mais même en étant normal, je pense pas qu'ils auraient fait gagner Finn Balor. Ils auraient fait gagner Dominic Mysterio, alors qu'en mode démon, ça peut être légitime qu'il peut le gagner. Tout simplement. Donc voilà, après plus que 2 matchs après c'est terminé. La rivalité entre Rhea Ripley contre Jade Cargill pour le titre féminin de la WWE. Et tout ce que je peux dire, pareil pour Liv Morgan et Stephanie Vaquer, cette histoire tourne autour de gaminerie. Oui, de la part de Rhea Ripley cette fois-ci.
Ouais, parce qu'une réa qui dit tout simplement ouais, toi, ton corps, tes muscles et tout ce qui t'entoure à toi est fait pour le divertissement, alors que mon corps musclé, un peu, euh, un peu pâle par certains moments, est fait pour la bagarre et tout. Alors que certes, c'est bien beau de dire ça, mais pour moi, il faut être un peu plus cohérent et un peu plus mature. Parce que là, c'est vraiment des propos un peu immatures et ce genre de truc, je n'accroche pas du tout à ce genre de personnage. Et puis, t'as Jade Cargill qui dit ouais, vas-y, va te plaindre auprès de la direction. On sait que toi et Liv Morgan, vous vous plaignez aux côtés de la direction. Ou encore, bah, forcément, Pat McAfee l'avait dit ça avec Cody Rhodes. Et pourtant, lui aussi, il est pas mieux pour lécher les babines. Forcément. Donc oui, il y a une part de vérité qui elles disent entre les deux, même si c'est plus Jade Cargill qui dit la vérité que Rhea Ripley ne veut pas trop en dire. Puis t'as Jade Cargill qui le dit à tel point que c'est une espèce de gamine gothique qui a un complexe d'infériorité. Limite, ils étaient presque à deux doigts de dire ouais. Mes bras sont plus gros que les tiennes, mon corps est plus mince et plus balèze que le tien, j'ai plus d'intelligence que toi, j'ai plus d'expérience. Limite, si on peut aller dans le côté un peu, bref, autour, voilà quoi. Mon cul est plus gros que les tiens, mes seins sont plus gros que les tiens. C'est comme si on avait deux mecs totalement différents, un qui est plus musclé et qui a un physique lambda avec un physique d'alcoolique. Limite, mes muscles sont plus gros que les tiens, mes abdos sont bien plus dessinés que les tiens parce que toi t'as un gros bidon, tes bras c'est de la mayonnaise parce que t'as pas de muscles. Euh, Bref, je suis supérieur à toi, je suis plus beau pendant que toi t'es moche, et limite, j'ai une plus grosse bite que la tienne et plus petite. Limite, dans ce terrain-là, ça me débecte rien que d'entendre et de voir ça. Ça, c'est le truc auquel je compatis et que je n'aime pas du tout. Et concernant le match, ben, j'ai pas besoin de trop en dire, si ce n'est que on a eu ben, de l'intervention de Bifab, donc la jobbeuse par excellence, et Michin Miyahim, aussi notre jobbeuse numéro 2 qui essaye de donner la victoire à Jade Cargill, mais en vain. Et pourtant, on va avoir l'intervention de Io Sky. Pourquoi elle est présente? Est-ce que c'est pour aider son ami ou j'en passe d'autres? Faut dire, ça commence un peu à me saouler aussi cette histoire avec ça. Et pourtant, malgré les tentatives de victoire de Jade Cargill, ça finira tout le temps en 2,99. Elle a tout tenté, mais en vain. Et pourtant, ben, après un ultime Jaded qui ne va pas passer, Rhea Ripley va réussir à retourner la situation en faisant son Riptile. Il a fallu d'un Riptile pour en venir à bout de Jade Cargill. Et du coup, ben, c'est victoire de Rhea Ripley qu'elle devienne la nouvelle championne féminin de la WWE. Tout simplement. Et du coup, ben, les deux amis célèbrent ensemble. Ok, c'est super pour ceux qui aiment ce duo, ce qui n'est pas trop mon cas parce que c'est pas trop ma cam, pour être honnête. Et enfin, on va clôturer avec une nouvelle fois la promo de John Cena qui nous annonce à quel point ben, aujourd'hui, dans ce WrestleMania là, on n'est plus à 55 255 personnes auxquelles ils sont présents. Même si on peut compter avec le bébé de Bianca Belair, ça ferait allez, 50 817. Et bien là, on est à 106 0 72, ou plutôt 72 si vous préférez, donc auxquels ils sont présents. Heureusement qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont battu un record, parce que tout ça aurait été complètement merdique et mensongère à la fois. Donc heureusement que John Cena n'ait pas dit qu'ils ont battu un record, je l'espère de tout cœur. Et après ça, ben, on a ben, le segment avec tout simplement encore avec John Cena, mais aussi avec le Miz et Kit Wilson qui interrompent John Cena, et que par la suite il va avoir Danhausen qui va arriver avec les catcheurs de petite taille, parce qu'apparemment ce sont des catcheurs d'issus d'une autre entreprise auquel ben, ils effectuent du catch pour les personnes de petite taille, alors que ben, on pourrait dire que Danhausen est arrivé en cercueil mobile, vu comment pour le côté un peu cartoonesque du personnage, censé être drôle, celle d'un vampire magicien ou sorcier qui lance des sorts pour maudire ces personnes. Ouais, ça peut être drôle, mais
il y a parfois beaucoup de moments auxquels c'est très malaisant avec Danhausen, je vais pas vous mentir. Et du coup, on a eu ce moment cocasse avec Le Miz et Kit Wilson qui vont rabaisser les hommes de petite taille et de dire à quel point ben, ils sont toxiques. Avec Kit Wilson qui commence à remuer le bassin et pourtant il va se manger un coup dans les bijoux de famille. Le Miz aussi. Et pourtant, ben, je pense que c'est Danhausen qui va effectuer un Five Knuckle Shuffle à la manière de John Cena, mais en version à sa sauce, en disant tu es maudit. Bref, ça peut être drôle, mais pourtant ça ne l'est pas du tout. Et après ça, il va se faire embarquer par les mini Danhausen, donc les enfants de Danhausen, mais version un peu miniature. Et normalement, on était censé de voir un Danhausen qui est censé disparaître avec de la fumée et virer au noir. Et pourtant, ils en sont foirés la production. Est-ce que c'est censé être drôle ou tout simplement un botch? Je me pose des tas de questions. Mais après ce moment très cocasse, bah, John Cena va nous dire bah, que c'est l'heure du main event de la nuit 2 de ce WrestleMania. Et le main event, c'est tout simplement Roman Reigns contre CM Punk pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Que demander de plus? Si ce n'est que, enfin, la prima donna Phil va maintenant plus se plaindre comme quoi il n'a pas eu d'opportunité, qu'il n'a pas été dans les main events de WrestleMania. Vu comment il a été l'année passée dans la nuit 1, même si c'est pas le vrai main event qui clôture la soirée, mais au moins il peut se vanter d'avoir été dans le main event de la nuit 2 cette fois-ci et qui ne peut qu'en être fier en disant c'est bon, j'ai été, j'ai accompli ma mission et que maintenant, bah, faut dire, s'il en demande un peu plus, c'est que faudrait qu'il arrête d'être aussi narcissique à ce point-là. Et du coup, pourquoi les deux s'en sont venus aux mains? Telle est la question. Bah, au début, bah, c'est sûr que les deux ne s'aimaient pas du tout, même s'il y avait parfois une petite preuve de respect. Jusqu'à ce que lorsque Roman Reigns va commencer à gagner le Royal Rumble du côté des hommes et à défier le champion de son choix. Et du coup, c'est CM Punk qui est venu à lui. Et en venant à lui, on a eu des échanges de promos, notamment l'une d'entre elles, auquel on a CM Punk qui va dire je vais t'enterrer, mais je vais pas t'enterrer de la bonne manière possible que toi tu le prétends, mais je vais t'enterrer à côté de ton père. Donc c'est sûr, CM Punk, qui est censé être le babyface de ce match, se fait passer pour un heel fini. Mauvais move de babyface, ça. Alors que je m'attendais à Roman Reigns qui soit un peu plus sauvage et agressif en agressant physiquement bah, CM Punk. J'aurais tellement voulu qu'il agresse pour ses propos qu'il a tenus. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme prévu. Vu comment il a décidé d'être chill et d'attaquer quand il le faut attaquer. Et voilà à quoi ça a donné à tout cela. Même si Roman Reigns a rétorqué en disant à CM Punk qu'il est vieux. Et du coup, ça ne plaît pas à Punk qui refuse de reconnaître qu'il est vieux. Et du coup, ben voilà comment les deux en viennent en main après pas mal d'échanges et de coups et de prises en tout genre. Voilà comment les deux s'affrontent. On a eu l'introduction de Roman Reigns, qu'on a vu l'historie avec toute sa famille, mais également de CM Punk avec l'historie de toute sa carrière dans le catch, notamment par les Indies et la Ring of Honor. D'ailleurs, il y a l'une de ses anciens theme songs auxquels on avait entendu, que perso j'adore, comme les autres theme songs de CM Punk. Oui, je le reconnais, j'adore les theme songs et j'adore écouter. Même si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de vous indigner, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça pourrait rattraper le petit côté erreur qu'il y avait du côté de la nuit 1? Parce que certes, le match entre Randy Orton et Cody Rhodes, c'était, allez, bon comme il se devait, mais très lent et un peu ennuyant par moment. Est-ce que cette nuit 2 pourrait rattraper? Ah, ils en sont pas loin. Clairement, ils en sont pas loin, mais ils ont tout tenté, hein. Ils ont tout tenté de faire comme il se devait, de faire spot sur spot, prise sur prise. T'as T'as CM Punk parfois qui essaye de faire du Roman Reigns, mais pas en étant complètement athlétique. T'as Roman Reigns qui essaye de faire du CM Punk. Et il y a aussi un moment auquel CM Punk est pendu par les pieds en arrière et qui va se manger 3 Superman Punch, ce qui va lui causer une hémorragie au niveau de la bouche. Mais quand il va s'emparer d'un escalier en acier, Roman Reigns, il va le frapper avec. En temps réel, comme je l'ai dit avec Nikki Bella, en temps réel, ce genre de manière-là, tu te fais disqualifier direct.
C'est obligé et c'est logique. Et pourtant, ben, l'arbitre continue. Allez-y, continuez. Vous avez un peu de liberté. Si vous voulez vous mettre sous la gueule, allez-y. Après pas mal d'échanges échangés, on a eu un powerbomb sur la table des commentateurs de la part de Roman Reigns. Puis une descente du coude de la part de CM Punk sur Roman Reigns. Puis ça poursuit encore avec pas mal d'échanges de prises. Anaconda Vice, Guillotine Choke. Tentative de spear qui ne passe pas, go to sleep qui ne passe pas, puis après les deux en poursuit, en viennent aux mains encore et encore, jusqu'à ce que Roman Reigns va réussir à s'en sortir alors que CM Punk voulait faire tripler la mise avec des go to sleep, et pourtant non, il s'écroule, ça va permettre à Roman Reigns d'effectuer un spear, puis un nouveau spear, et d'effectuer le compte de 3 pour la victoire. Et du coup, c'est Roman Reigns qui devient le tout nouveau champion du monde poids lourd de la WWE en battant CM Punk. Donc c'est sûr, le public doit acknowledge Roman Reigns qui célèbre sa victoire avec le public et aussi avec sa famille, notamment avec ses doubles jumeaux qu'il a, avec sa fille qui a bien grandi au passage, et également sa femme. Bref, le OTC est un chef de tribu content et heureux qui célèbre avec le public. Et voilà comment se termine le main event de la nuit 2 et de ce WrestleMania en question. Donc en résumé de tout cela, ce WrestleMania-là n'était pas aussi exceptionnel qu'on peut le dire, que ce soit pour le premier à Vegas, donc le 41. Ben, je trouve que les deux, disons qu'il y aura sûrement un débat. Le show de l'année passée était meilleur que celui de maintenant, ou celui de maintenant est bien meilleur que celui de l'année passée. Bref, il y a pas mal de débats là-dessus, mais moi je suis pas dans ce genre de débat. Disons que apparemment ça a été un échec, à ce que j'ai entendu dire, et du coup ça n'a pas réussi à faire monter l'estime de soi. Surtout pour faire hyper le public, ça c'est le plus gros démol qu'ils ont à la WWE en ce moment. Ce qui est très très dommage, même rien que d'y penser. Et c'est assez triste. Espérons que à l'avenir, ils vont réussir à se sortir les doigts des fesses et à faire l'un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Pas forcément pour dire ah on a écrit l'histoire, ça va rester le WrestleMania le plus mémorable. Disons que à l'heure actuelle c'est très compliqué. On sait que maintenant tous les gros événements sont maintenant des vitrines pour la WWE. Et il faut peut-être trouver un moyen parce que ça peut pas durer comme ça éternellement. Donc voilà comment je pourrais clôturer cette review là-dessus. Il y a pas mal trop d'éléments auxquels je pourrais en dire, notamment Obafemi qui a de nombreuses ambitions pour affronter Roman Reigns, et pourtant il devra attendre parce que ce serait très dommage qu'il se lance très vite, alors qu'il peut très vite se brûler les ailes, mais espérons pour lui qu'il va pas se faire enterrer, je l'espère, et de tout faire pour tout saboter. On n'en est pas encore là, mais on croise les doigts. Et aussi, on croise par la suite que ce sera meilleur, même si on ne craint, on n'est pas à l'abri de toutes les mauvaises surprises. Donc oui, ce WrestleMania n'est pas une très bonne édition, je le reconnais, mais il n'y a rien d'autre à rajouter. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à rajouter, si ce n'est que j'en ai terminé, et maintenant je passe directement à la conclusion. Voilà, la vidéo touche à sa fin, et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram, et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire: likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!